Bonsoir à tous, il est 18h, vendredi 5 février. Merci de nous rejoindre pour le JT sur Rythme Mont-Blanc. Au programme ce soir, c'était il y a un an, le 9 février 2020, le village des Contamines-Montjoie est la première commune touchée par un foyer de Covid-19. Un Britannique de retour de Singapour contamine 11 de ses compatriotes dans leur chalet. Une première étape d'une année assez étrange. Nous y reviendrons avec le docteur Cécile Janssen, infectiologue à l'hôpital d'Annecy. Une rencontre dans ce journal, celle du champion Benjamin Daviet. Le biathlète est parti à la rencontre des écoliers de la vallée du Brevon. Peut-être l'occasion de susciter quelques vocations. Et 14 cm de plus, vous l'avez peut-être remarqué, le lac d'Annecy est particulièrement haut. Depuis quelques jours, on se penche sur le phénomène aussi dans ce journal. Le docteur Cécile Janssen m'accompagne pour ouvrir ce journal. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Alors pour nous, à la rédaction, ça a commencé avec un mail reçu un samedi. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, sera aux Contamines le dimanche 9 février. Convocation également à la préfecture. Le cluster des Contamines est révélé. Pour vous, je suppose que ça commence quelques heures plus tôt. Comment ça se commence cette année si étrange pour vous ? L'année déjà commence parce qu'en tant qu'infectiologue, on avait été sensibilisés par les informations internationales concernant l'épidémie chinoise de coronavirus. Et plus localement, nous sommes organisés en astreinte. Il y a constamment un infectiologue qui est joignable pour les problématiques, que ce soit infectieuses, mais plus particulièrement pour les virus émergents sur la zone du 74. Et il s'avère que ma consoeur a été appelée et a repéré, suite au descriptif d'un cas potentiel d'infection importée de coronavirus, un patient qui pouvait être effectivement une personne porteuse. Donc on a décidé d'aller le tester et d'aller surtout tester son entourage, puisque lui avait déjà eu une confirmation de son infection. Et était là, avait rencontré sa famille, était venu rencontrer sa famille au sport d'hiver. Et très vite, ça se met en place, vous vous mobilisez dans la nuit, il y a une centaine de prélèvements. La ministre de la Santé, dans une interview que j'ai retrouvée, remercie le service infectiologie. Est-ce qu'il y a un effet sidération pour vous, ou finalement vous êtes habitué à ce type de crise ? Alors dire habitué, c'est difficile puisqu'on vit un moment un peu historique avec la pandémie Covid, mais on est formé pour ça. Notre travail, c'est justement de gérer le dépistage, l'isolement des cas, et puis ensuite de prendre en charge la gestion de l'épidémie aux côtés de l'Agence régionale de santé, de la direction des hôpitaux, des virologues, de nos partenaires habituels, et sur le territoire et au niveau national. Lorsqu'on revoit les images de ces moments-là, il y a une réunion publique qui est organisée, 600 personnes dans la salle, les gens se serrent la main, etc. On en sait à ce moment-là très peu, en fait. Ça paraît très loin quand on voit ces images aujourd'hui, mais finalement, on sait assez peu comment réagit ce virus encore. Alors à l'époque, pour nous, infectiologues, c'est un virus respiratoire, donc assez rapidement, on met tout simplement les mesures barrières en place. Donc pour l'infectiologue ou le virologue, on n'a pas tous les éléments en main, on ne connaît pas très bien ce virus, puisque même s'il fait partie de la famille des coronavirus, qui, elle, est une famille bien connue, celui-ci est encore à l'aube de sa présence chez l'humain sur Terre. Donc on n'a pas tous les éléments pour réfléchir, mais nous, très rapidement, on sait qu'il faut au moins mettre le masque, se laver les mains avec le gel hydroalcoolique au savon. Et par contre, on prend des précautions un peu, on va dire aujourd'hui, qui paraîtront excessives, mais pour pouvoir éviter le contact avec nos propres vêtements ou avec les muqueuses des yeux, par exemple. Moins d'un mois après, il y a le cluster de la Balme de Sillingy, le deuxième de Haute-Savoie. Le patient 14 est un chef d'entreprise revenu d'Italie. Alors aujourd'hui, évidemment, les patients, on les compte plus. Là, vous vous dites que c'est le deuxième d'une longue série, que la machine est partie. On ne sait pas ce qui arrivera le lendemain, mais par contre, oui, c'est sûr qu'on se dit il faut qu'on contienne. Ce n'est pas exactement la pensée pour nous n'est pas est-ce que la machine est partie, c'est notre travail, c'est de contenir, c'est d'isoler et justement d'éviter que la courbe épidémique ne parte de ce cas chez nous. Donc plus on contiendra et plus
On fait donc du cohorting, on gère dans l'unité, une unité spécifique uniquement dédiée aux personnes de l'entourage de ce cas à la Balme. Et puis on gère ceci à l'échelle de la région, puisque on a des dépistages qui sont ensuite techniqués sur Lyon. À l'époque, on ne faisait pas le dépistage chez nous en virologie. Et on gère les cas avec les hôpitaux alentours à partir du moment où ceux-ci augmentent et donc que les cas contacts augmentent. On va voir aussi quelques images des premières distributions de masques, ça a été un vrai sujet. Après, il y a eu les dépistages. Pareil, quelques images d'un dépistage réalisé d'ailleurs par votre service avec le SAMU devant les EHPAD. Là, on est autour de mi-avril. Il faut tout inventer à ce moment-là, les protocoles, les outils. Je me souviens qu'il y avait le débat sur la longueur des cotons-tiges. Tout est à inventer à ce moment-là. Pour nous, en fait, ce n'est pas de l'invention, puisqu'en fait, des dépistages sont faits, bien sûr pas à cette échelle, mais avec ces matériaux-là, et rien n'est nouveau. C'est-à-dire qu'en virologie, aller faire des tests viraux et les fameux cotons-tiges, qui sont les écouvillons qu'on utilise également, les mêmes pour la grippe, on les utilise habituellement pour l'épidémie grippale. Donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui va être nouveau, effectivement, c'est l'ampleur des dispositifs mis en place avec les SAMU, le SDIS, donc les pompiers, avec le conseil départemental pour aller faire des dépistages qui sont plus gros auprès des populations qui ne sont pas forcément celles qu'on a l'habitude d'aller dépister. Ça, c'est pas notre quotidien, pas notre lot quotidien, mais effectivement, on a dû déployer un peu d'inventivité pour pouvoir être à la hauteur et puis réagir assez rapidement. Les équipes se connaissent bien, on a des liens forts entre les équipes sur le territoire, qu'elles soient administratives, médicales, paramédicales, et ça permet de monter tout ça avec, même si je ne vous dis pas que ça se fait simplement, en tout cas avec une certaine souplesse pour les périodes où on décide des actions, soit coup de poing, soit on continue sur l'épidémie et sur les vagues épidémiques. Qu'est-ce que vous allez retenir pour le moment en tant que professionnel de l'année 2020 ? On va parler de ce qui se passe depuis début 2021, mais de l'année 2020 en tant que professionnel, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Alors, j'imagine que vous parlez de la période épidémique Covid. C'est indéniablement le fait que nous vivons une période historique, qu'on n'avait jamais vécu, notre génération n'avait pas vécu ce type de traumatisme, qui soit social, économique et qui soit également infectieux. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu ça à l'échelle du territoire du monde. Après, moi, ce qui forcément m'interpelle sur cette année, c'est qu'en tant qu'infectiologue et professionnel intéressé par l'épidémiologie des maladies virales, on vit ensemble avec une organisation et une adaptation continue au sein d'équipes qui sont capables d'être comme ça mises à l'épreuve et garder quand même une qualité de réponse sanitaire satisfaisante pour que toute la population puisse être reçue, pour que la population qui n'a pas eu la chance de pouvoir être reçue comme il est reçu habituellement puisse quand même conserver ses liens avec les médecins ou les infirmières qui les prenaient en charge pour une pathologie autre. Nous, on prend par exemple en charge les patients séropositifs pour le VIH dans le service, et on a envie que ces personnes soient reçues de la même façon, même pendant l'épidémie. Et bien, même si ce n'était pas aussi idéal, c'est-à-dire qu'on a dû faire de la consultation téléphonique, je crois qu'on a quand même réussi à garder le lien et à garder la réassurance de toutes les personnes qui nous faisaient confiance. C'est ça qui m'a marquée. Et là, l'année 2020 commence avec une bonne nouvelle, on peut le dire comme ça, l'arrivée de la vaccination. On va voir quelques images de l'ouverture du centre de vaccination. Vous êtes à l'image d'ailleurs, puisque vous avez vacciné ce jour-là, le 8 janvier. Donc on est à l'hôpital d'Annecy. Là, ce sont les professionnels de santé qui sont à ce moment-là vaccinés. C'est le début d'une nouvelle étape pour vous, là encore en tant qu'infectiologue ?
cette vaccination? Alors indéniablement, c'est le début d'une nouvelle étape parce que nous n'avons pas trouvé de traitement efficace sur le SARS-CoV, que les vagues pourraient se succéder sans qu'on trouve de solution. Ça aurait été terrible de ne pas avoir donc cet espoir qui nous est offert avec le vaccin. Et donc les résultats de plus sur les vaccins qui sortent sont vraiment extrêmement... on va dire, impressionnant, puisqu'on a des vaccins efficaces à 70-90%. C'est pas quelque chose d'attendu au départ. On ne sait pas, c'était l'inconnu. Et donc, c'est une excellente nouvelle. Et on ne peut qu'espérer que ça permette d'interrompre l'épidémie et de trouver une solution pour que cette période de l'histoire trouve une fin. C'est ce que j'ai dit. Là, on pensait pouvoir un peu souffler. Il y a beaucoup d'espoir dans la vaccination. Là, maintenant, il y a l'arrivée des variants. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on a appris aujourd'hui que les 14 étudiants britanniques testés positifs à Vallorcine étaient bien atteints du variant anglais. C'est un nouveau défi, un de plus. C'est l'arrivée de ces variants où finalement, encore une fois, ça fait partie de votre quotidien. Vous saviez que le virus allait proposer des variants C'est un nouveau défi, mais nous le savions. En fait, le coronavirus, comme je vous le dis, il est connu, c'est-à-dire le SARS-CoV-2, pas forcément, mais il avait un précédent, puisque le SARS-CoV-1 est très proche sur le plan viral du SARS-CoV-2. Le MERS-CoV est également un cousin très proche. Et donc, on sait que ces coronavirus mutent de façon régulière, plutôt beaucoup plus lentement que les autres virus respiratoires, pour ne citer que lui, le virus de la grippe. Et donc, on sait que les mutations sont normales. On sait également que le virus a une capacité de survie, et chacun sur ce monde, la bactérie, le virus y compris, ces éléments et ces micro-organismes vont développer des moyens pour survivre et donc pour continuer à infecter l'hôte, même si l'hôte que nous sommes trouve des solutions pour l'éviter. Donc on va effectivement devoir se poser des questions. Est-ce que les vaccins vont être la bonne solution ou pas? Comme ça, pour l'instant, une fois encore, excellente nouvelle, les vaccins qui ont été testés contre le variant anglais fonctionnent sur le variant anglais. Donc on reste optimiste, même si on n'est pas naïf. On a parlé de l'année qui vient de s'écouler. Votre état d'esprit pour affronter l'année qui arrive? La vaccination nous galvanise. On a envie que la population puisse être correctement informée, puisse avoir les réponses à ces questions pour pouvoir se diriger vers la vaccination sereinement, avec une possibilité d'être vacciné plusieurs fois dans l'année, ça on ne saura pas. C'est-à-dire que pour l'instant, les données sont plutôt rassurantes. On a l'impression que sur un an, on aura une vaccination qui sera efficace, mais bien sûr, on avance à la vitesse de la science. Or, la première personne qui a été vaccinée dans le monde lors des essais cliniques l'a été en juin. On est grosso modo à 6-7 mois de cette première vaccination du premier humain, avec les premiers vaccins contre le SARS-CoV-2. Donc, on ne peut pas en dire plus, il faut attendre que les données sortent. On a quand même quelques éléments qui sont très rassurants et qui nous permettent d'être assez optimistes pour dire le vaccin peut être réalisé et va être très utile. Après, sur la suite, le nombre d'individus à vacciner, cette nouvelle épreuve d'ampleur qui est que chacun puisse accéder aisément au vaccin, ça va être dans les jours à venir. Hein. On vient juste d'avoir la nouvelle que la mise à disposition du vaccin AstraZeneca, c'était maintenant. Donc, on sait que bientôt, les pharmacies, les médecins généralistes vont pouvoir vacciner la population générale. Encore un peu de patience pour que toutes les organisations soient en place et ça va permettre probablement de modifier, puisque entre pas de protection et la protection avec le vaccin, le choix va être donné à la population de se faire vacciner. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, on va se quitter avec quelques images de l'exposition qui avait été proposée avec l'hôpital, les musées d'Annecy, des photos et des professionnels de l'hôpital et du photographe Adrien Biraté, une exposition qui s'appelle « Regard sur une pandémie » où voilà, on revit avec vous ce qui s'est passé à l'hôpital pendant cette année. Il y a une vidéo qui revient sur cette exposition avec des témoignages. Je vous invite à la découvrir sur la page YouTube du centre hospitalier Annecy-Genevois.
Merci beaucoup Cécile Janssen d'être venue sur le plateau. Dans le reste de l'actualité, ouvert depuis le 17 décembre dernier, le nouveau centre social du département de la Savoie est basé dans le quartier du Biolay à Chambéry. Il regroupe en réalité les activités de 2 centres sociaux, celui du Biolay et celui de Cognien, dans des locaux flambant neufs de 250 mètres carrés. Cette mutualisation des services a pour objectif de gagner en efficacité pour les personnels de santé et en confort pour le public. C'est au total un bassin de vie de 20 000 habitants qui est concerné par cette infrastructure d'une douzaine de professionnels. Une visite inaugurale avait lieu ce jeudi après-midi. Sébastien Germain a recueilli quelques réactions. Le travail social nécessite des compétences multiples en matière de protection maternelle et infantile, d'approche psychologique, d'aider les gens à se repérer dans le maquis des dispositifs sociaux. Mais c'est un métier qui a plein de facettes différentes. Et donc il faut tous ces spécialistes de l'action sociale pour prendre en charge la personne dans cette globalité. Et donc il faut descendre suffisamment important pour qu'on ait en même temps toutes les compétences nécessaires. Ce n'est pas toujours facile de franchir la porte d'un service social. Donc on attache beaucoup d'importance à cette qualité de l'accueil pour que les gens se sentent bien aussi et se sentent accueillis. Donc on a du personnel qui est hautement qualifié et qui a l'habitude d'exercer des missions d'accueil et d'accompagnement. Mais le cadre, ce nouveau centre social, permet aussi de renforcer ces compétences professionnelles de l'ensemble de l'équipe du centre social. Vous voyez qu'on est en train de faire un lieu de vie avec le CPAS du département, juste en face Cristal Habitat avec son antenne sur l'ensemble du quartier, la mairie de quartier qui se conforte, une pharmacie que l'on a pu du coup repositionner avec une meilleure lisibilité sur le front de rue et dans quelques jours un nouveau marché hebdomadaire. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis une semaine, le niveau du lac d'Annecy a considérablement augmenté. Il était ce vendredi après-midi à une cote de 104 contre 90 d'ordinaire à cette époque de l'année. Si ce phénomène n'a rien d'anormal ni d'alarmant, il peut néanmoins avoir de lourdes conséquences pour celles et ceux qui vivent et travaillent à proximité du lac. Reportage de Sébastien Germain et Leslie Muraton. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a quoi? Il y a de la désolation là? Pardon? Il y a de la désolation? Un peu tout de même, oui. Ouais. Pour la co-gérante de ce restaurant situé au bord du lac d'Annecy à Sevrier, 2021 commence aussi mal que 2020 s'était terminé. Pour la 4e fois en 11 ans, la hausse du niveau du lac a provoqué une inondation au sein de son établissement. On voit bien le niveau de l'eau, jusqu'où l'eau était, jusqu'au bas des radiateurs. Là, les pieds de table, on voit la marque sur les pieds de table. Une semaine après le sinistre, ce qui a pu être sauvé a été sauvé. Mais les dégâts seront une nouvelle fois considérables et la fatalité a, semble-t-il, pris le dessus. Nous avons 2 pompes à l'intérieur du restaurant, mais qui rejettent directement dans le lac. Donc quand le lac est trop haut, nous fonctionnons à circuit fermé. Mais dans des grosses crues comme celle-ci, les pompes n'ont pas d'intérêt. Strictement rien à faire, à part attendre que l'eau descende. Évacuer, il n'y a pas de possibilité. Il faut juste attendre que tout redescende et puis faire l'état des lieux des dégâts une fois l'eau sortie de l'établissement. Pour les semaines qui viennent, la patience sera donc de mise pour Sandrine Gomez et son associé avant d'espérer des jours meilleurs. À quelques kilomètres de là, direction la vieille ville d'Annecy, où les passants sont nombreux à vouloir immortaliser le Thiou. La rivière qui traverse la préfecture de Haute-Savoie est elle aussi en hausse. Pour preuve, son débit qui était de 7 mètres cubes par seconde en janvier est aujourd'hui 6 fois plus rapide. Mais si ces données sont bien plus élevées que d'habitude, elles sont loin d'être exceptionnelles. On avait un enneigement qui était assez fort, à une altitude assez basse, à peu près 800-900 mètres. Et puis on a eu un double coup, fonte plus forte pluie, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'eau qui est rentrée dans le lac. Ça peut tout à fait arriver à cette période de l'année, donc on essaye d'anticiper quand on peut. Là, le niveau du lac est monté, mais pour l'instant, ce n'est pas inquiétant. En général, on est à ce qu'on appelle la cote 90. En début de semaine, là, on était à 112, donc 20 cm, 22 cm plus haut. Là, aujourd'hui, on vient de regarder, on vient de faire le point de mesure, on est à 104, donc on a déjà perdu 8 cm par rapport à hier.
mais on est toujours au-dessus de la cote normale. Que les Annéciens et les Annéciennes se rassurent, même si les prévisions météo pour ces prochains jours ne sont pas très réjouissantes. Un phénomène de crue identique à celle de 1910 et 1990 n'est pas à l'ordre du jour. En cette semaine olympique et paralympique, un temps fort était organisé ce vendredi matin à Beaufort où des collégiens d'Albertville s'initiaient au ski de fond dans le cadre du plan Ski Jeune. L'occasion de célébrer le label Terre de Jeux 2024, un label national signé il y a un an par la sénatrice Martine Berthet avec le comité d'organisation de Paris 2024. On l'écoute. La Savoie est un département très sportif. Nous avons accueilli bien sûr les derniers Jeux olympiques français en 92. C'était les Jeux d'Albertville et de la Savoie. Et donc c'est un engagement vis-à-vis du sport, vis-à-vis de nos jeunes, mais destiné à tous les âges avec des événements qui seront mis en place, des rencontres avec des sportifs de haut niveau. Nous en avons de nombreux qui sont issus de notre département. Et puis également une découverte de tous les équipements que l'on peut avoir, qui ont été d'ailleurs labellisés dans le cadre de la préparation olympique. C'est de dire ce ne sont pas des Jeux parisiens, mais ce sont bien des Jeux français. Et surtout, si notre pays, alors Paris bien sûr, mais notre pays s'est engagé dans ces Jeux, c'est pour qu'il en reste quelque chose au bénéfice de tous. On sait combien le sport est important pour la santé de chacun, pour l'épanouissement de chacun, pour nos jeunes d'ailleurs qui vont avoir vraiment besoin de ça, je pense après l'épisode que l'on traverse, nos jeunes qui sont confinés, qui ne vivent pas de façon normale entre guillemets et qui souvent ont une pratique sportive réduite en ce moment. Je pense que ce sera un point très positif de rebond après la crise sanitaire que nous vivons. Et mardi dans le journal, nous serons de retour à Beaufort pour un focus cette fois-ci sur le plan ski jeune nordique qui peut se poursuivre malgré la pandémie. Du sport encore et des valeurs olympiques à transmettre, c'est l'expérience vécue par une cinquantaine d'enfants de l'école Thomas Pasquet de Publier dans le Chablais. L'opération Un champion dans mon école vise à sensibiliser les jeunes au handicap. Autre objectif de cet événement, montrer aux écoliers et à leurs parents que l'on peut continuer à faire du sport et même devenir champion malgré le handicap. Le biathlète Benjamin Davier est allé à la rencontre de ces jeunes écoliers sur le domaine nordique de Bellevaux et Victoria Lopez les a suivis. S'essayer à la luge nordique, découvrir le biathlon. Le temps d'une matinée, ces classes de CM1 et de CM2 de Publier découvrent la vie d'un athlète handicapé sur le domaine nordique des Mouilles à Bellevaux. Ça fait mal au bras parce qu'il faut beaucoup utiliser les bras. Aussi pour revenir, c'est très dur parce que faut vraiment... En fait, ça utilise beaucoup d'énergie. C'était quand même C'était bien de se rendre compte en fait ce que ça fait d'être handicapé un peu. J'ai fait 4 sur 5. J'ai visé avec les 2 viseurs et j'ai réussi à tirer dans les cibles. C'était difficile parce que c'était petit. Ce jour-là, un champion a rejoint les écoliers. En fait, j'ai attendu 4 ans avant de refaire du ski après mon accident. Benjamin Davier s'est illustré à maintes reprises sur la scène internationale. Faire venir un athlète de son envergure pour expliquer son handicap, c'est une initiative du groupe EDF pour sensibiliser les jeunes. Les enfants, ils ont une question dans la tête, ils vont la poser directement sans trop réfléchir à la question. Et parfois, ils ont vraiment des questions qui sont très très intéressantes et voilà, qui sont touchantes aussi forcément, mais ils veulent comprendre aussi comment le handicap, par exemple, est arrivé dans notre vie ou comment on a fait pour surmonter ça. L'objectif de l'événement est aussi de briser les idées reçues. C'est pas parce qu'on est handi qu'on peut rien faire, bien au contraire. Voilà, moi j'en côtoie énormément et on est tous sportifs de haut niveau ou non, mais sportifs plus ou moins aguerris. Et on reste des humains, donc voilà, on peut se mélanger. Moi je fais des courses avec les valides, j'ai très bien accepté, je finis pas dernier. Donc voilà, la preuve qu'on peut tous se mélanger. Il n'y a pas de handicap. On a tous une petite part de handicap en nous. Pareil. Depuis 2016, 4000 écoliers et collégiens ont participé à l'opération Un champion dans mon école.
Les vacances de février débutent ce vendredi pour la zone A. Les habitants des académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers sont en congé pour 2 semaines et ils seront bien moins nombreux à venir dans nos stations. Selon l'agence Savoie-Mont-Blanc, le taux d'occupation des hébergements a atteint 37% sur les 4 prochaines semaines. D'ordinaire, en février, la fréquentation moyenne est de 80%. Mais il se passe encore, heureusement, des choses en montagne, notamment du côté de Flaine ce week-end. L'élite mondiale du ski alpinisme est en Haute-Savoie pour la 3e étape de Coupe du Monde de ski alpinisme et unique manche française. 120 athlètes de 15 nationalités s'affrontent dans cette discipline. Ce matin était programmée la course individuelle 1800 mètres de dénivelé positif sur un parcours aménagé en raison des conditions. Un parcours de repli entre forêt et hors-piste. Du côté des hommes, c'est l'Italien Matteo Edalin qui l'emporte devant son compatriote Davide Magnini et le Savoyard Thibaut Anselmet. Chez les femmes, c'est la favorite, la Française numéro 1 mondiale, Axel Gachet-Mollaret, qui s'impose en 1h38. Elle a creusé l'écart avec ses concurrentes dès la première montée et l'emporte avec plus d'1 minute d'avance sur sa dauphine, la Suédoise Tove Alexandersson. Bravo à elle. Demain, rendez-vous dès 9h pour le sprint, un véritable condensé du ski alpinisme qui prendra place sur le front de neige de Flaine. Une épreuve mêlant glisse, manipulation technique et stratégie et une épreuve que vous pourrez suivre en direct sur 8 Mont Blanc grâce à la mobilisation de toute l'équipe. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, c'est la météo de Thierry Paume. Juste après, on se retrouve pour un nouveau numéro de En tête à tête. Passez une très belle soirée.